Je m'appelle Amélie et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à voix haute à personne en dehors de ma sœur et de mon avocat. J'avais 28 ans quand tout s'est effondré. 28 ans et je croyais sincèrement avoir construit quelque chose de solide. Une vie adulte réelle, équilibrée, heureuse. Le genre de vie qu'on rêve d'avoir quand on est adolescente et qu'on imagine son futur. Un appartement lumineux que j'avais décoré pièce par pièce pendant des mois. Un travail dans lequel je m'épanouissais vraiment. Et Thomas, mon mari depuis 3 ans, mon compagnon depuis 7 ans au total. L'homme que j'avais rencontré à l'université lors d'une soirée banale. Celui qui m'avait fait rire dès la première conversation. Celui avec qui j'avais construit chaque projet de ma vie adulte. Et puis Camille, ma meilleure amie depuis le lycée. 15 ans d'amitié, 15 ans de confidence, de fou rire, de soutien mutuel dans les moments difficiles. Elle était la première personne que j'avais appelée quand Thomas m'avait demandé en mariage. Elle était à mes côtés le jour de notre mariage, en robe bordeaux, avec des larmes dans les yeux que je prenais pour de la joie. Je comprends maintenant que ces larmes n'étaient peut-être pas ce que je croyais. Pendant 3 ans, ces 2 personnes, les 2 personnes en qui j'avais confiance, plus qu'en n'importe qui d'autre au monde, ont entretenu une relation dans mon dos. Pas une aventure d'un soir. Pas un moment d'égarement. Une vraie relation, avec des projets, des déclarations, des rendez-vous organisés pendant que je travaillais ou que je rendais visite à ma famille. Pendant 3 ans, j'ai souri sans savoir. J'ai préparé des dîners auxquels Camille était parfois invitée et où il mangeait à ma table en se regardant d'une façon que je n'avais jamais su déchiffrer. J'ai écouté Thomas me parler de sa journée en omettant soigneusement certaines parties. J'ai partagé avec Camille mes doutes, mes petites inquiétudes conjugales, mes questionnements, et elle m'écoutait, me conseillait, me rassurait, avec les informations qu'elle eût utilisées peut-être ensuite pour mieux naviguer leur situation. J'étais la parfaite idiote, confiante, aveugle et heureuse de l'être. Mais ça, je ne le savais pas encore. Le samedi où tout a basculé était un matin de novembre ordinaire. Gris, froid, le genre de matinée où on reste en pyjama et où on boit son café lentement. Thomas était sous la douche. J'étais dans le salon. Je rangeais quelques affaires quand son téléphone posé sur la table basse s'est allumé. Un message entrant de Camille. Je me suis figée, pas parce que quelque chose m'avait semblé suspect à cet instant précis, mais parce que l'aperçu du message était visible sur l'écran verrouillé, et ce que j'ai lu en 2 secondes, debout au milieu de mon salon avec mon café dans la main, a tout changé. Cette nuit était incroyable. Tu me manques déjà. J'ai lu ces mots 1 fois, 2 fois, 10 fois. Mon cerveau refusait de les interpréter normalement. Il cherchait une autre explication, une formulation amicale que j'aurais mal comprise, un contexte qui rendrait tout ça innocent. Il n'y en avait pas. Mes jambes ne me portaient plus. Je me suis assise sur le canapé. Ce canapé gris que Thomas et moi avions choisi ensemble dans un magasin un dimanche après-midi en riant parce qu'on n'arrivait pas à se décider entre 2 modèles et quelque chose en moi s'est brisé silencieusement. Thomas est sorti de la douche quelques minutes plus tard. Il m'a souri. Je lui ai souri. Je lui ai demandé s'il voulait des œufs. Il a dit oui. On a petit déjeuné ensemble comme un dimanche normal et à l'intérieur de moi, tout était déjà différent. Ce matin-là, j'ai pris une décision que je ne m'explique pas encore vraiment. Au lieu de réagir, au lieu de lui mettre le téléphone sous le nez ou d'appeler Camille immédiatement, j'ai choisi de me taire, de chercher, de comprendre exactement l'ampleur de ce à quoi je faisais face avant de dire un seul mot. Ce qui a suivi a été les 2 semaines les plus éprouvantes et les plus étranges de ma vie. En surface, tout était normal. Je cuisinais, je travaillais, je discutais avec Thomas le soir. Je répondais aux messages de Camille comme si de rien n'était. Et en parallèle, j'observais. Je notais les incohérences dans ses horaires, les moments où son téléphone disparaissait dans sa poche un peu trop vite, les soirs où il rentrait avec une énergie légèrement différente.
Et puis j'ai trouvé le compte email. Thomas avait une adresse que je ne connaissais pas. Il avait oublié de se déconnecter sur notre ordinateur commun. Une négligence stupide, le genre d'erreur qu'on fait quand on se croit intouchable depuis trop longtemps. Ce que j'ai trouvé dans cette boîte mail était au-delà de ce que mon imagination avait pu construire pendant ces 2 semaines de doute. Des mois de messages, des centaines, des photos qu'il lui envoyait depuis notre appartement, depuis notre lit, depuis des endroits que je reconnaissais. Des déclarations d'amour écrites avec un soin et une tendresse qu'il ne m'avait plus témoigné depuis longtemps. Et des projets, des vrais projets d'avenir. Il parlait de partir ensemble, d'un appartement à eux, d'une vie sans moi. Camille lui écrivait qu'elle l'aimait depuis des années, qu'elle avait patienté, attendu le bon moment, que j'étais, je cite, parce que je n'oublierai jamais ces mots, juste un obstacle temporaire sur leur chemin. Un obstacle. Voilà ce que j'étais pour ma meilleure amie de 15 ans. Voilà ce que j'étais pour l'homme que j'avais choisi de construire ma vie entière. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai ouvert le robinet d'eau froide et je me suis regardée dans le miroir longtemps. J'attendais que les larmes viennent. Elles ne sont pas venues. Ce qui est venu à la place, c'est quelque chose que je ne connaissais pas en moi. Une clarté absolue, un calme glacial. Une détermination que rien ne semblait pouvoir ébranler. J'ai appelé ma sœur ce soir-là, puis un avocat spécialisé en droit de la famille, puis un agent immobilier, dans cet ordre précis, et avec une précision que je ne me savais pas capable d'avoir. Ce que Thomas n'avait visiblement jamais vérifié, ce qu'il avait sans doute considéré comme un détail sans importance, c'est que l'appartement dans lequel nous vivions tous les deux était financé à 70% par mon héritage personnel. Un héritage reçu de ma grand-mère avant notre mariage, investi dans cet achat sans que je lui en fasse jamais un enjeu. L'avocat m'a expliqué calmement et précisément ce que cela signifiait sur le plan juridique. Cela signifiait que j'avais énormément de cartes en main. J'ai attendu encore 3 semaines après cette consultation. 3 semaines supplémentaires à faire semblant, à sourire, à embrasser un homme que je regardais désormais comme un étranger. 3 semaines pour tout organiser dans les moindres détails, sécuriser mes documents personnels, ouvrir un compte bancaire séparé, trouver un appartement pour moi seule, prévenir discrètement les quelques personnes vraiment importantes dans ma vie. Puis, un vendredi soir, Thomas est rentré et il a trouvé une enveloppe sur la table de la cuisine. À l'intérieur, les papiers de divorce déjà préparés par mon avocat. Une sélection de ses emails imprimés, les plus explicites, soigneusement choisis. Et une lettre officielle lui signifiant qu'il disposait de 30 jours pour quitter l'appartement. J'étais chez ma sœur. Je ne voulais pas voir sa réaction. Je n'avais plus rien à lui dire. Il a appelé 23 fois ce soir-là. Je n'ai décroché aucune fois. Ces messages alternaient entre les excuses, les justifications, les supplications. Je les ai lus une seule fois, puis j'ai posé le téléphone. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message groupé à toutes les personnes que nous connaissions ensemble. Sa famille, nos amis communs, ses collègues que j'avais appris à connaître et à apprécier au fil des années. Un message sobre, factuel, sans haine ni dramatisation. Les faits. 2 captures d'écran en pièces jointes, suffisamment claires pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. À Camille, j'ai envoyé un message séparé. Un seul mot. Profite. Ça fait maintenant 18 mois. Thomas a quitté l'appartement dans les délais impartis et a emménagé chez Camille. D'après ce que j'entends, parce que certains amis communs me donnent encore des nouvelles sans que je les y encourage vraiment. Les choses entre eux ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils imaginaient. Il semblerait que les relations construites sur la trahison aient du mal à tenir debout une fois que la trahison n'a plus de raison d'être, que l'excitation du secret ne survive pas à la réalité du quotidien. Je ne m'en réjouis pas. Je n'y pense presque plus. Moi, j'ai rénové l'appartement de fond en comble, repeint les murs en blanc, changé les meubles, les rideaux, les luminaires, changé jusqu'aux odeurs, une nouvelle bougie, un nouveau parfum d'ambiance. J'ai fait de chaque pièce
quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, quelque chose de propre, de neuf, de léger. Et chaque matin, quand je bois mon café sur mon balcon en regardant la ville se réveiller, je pense à ma grand-mère. Elle me répétait une phrase depuis que j'étais petite, une phrase que je trouvais trop sage pour mon âge à l'époque. La vengeance, ma chérie, ce n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un plat qu'on ne mange pas du tout. On laisse simplement les autres le cuisiner pour eux-mêmes. Elle avait raison, comme toujours. Si cette histoire vous a touché, si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous voulez entendre d'autres confessions comme celle-ci, laissez un commentaire. Je lis chaque message. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La prochaine confession arrive demain.